Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour l'épisode 62 de Parlons Constitution. Aujourd'hui, on va se demander, est-ce qu'il faut contrôler la conformité des normes juridiques inférieures aux normes juridiques supérieures? Donc on est ici dans le cadre de la hiérarchie des normes. On va voir tout de suite ça après le générique. Donc pour rappel, la hiérarchie des normes, qu'est-ce que c'est? On l'avait vu à l'épisode 14, la hiérarchie des normes, c'est une vision synthétique du droit formalisée par Hans Kelsen, donc un juriste, hiérarchisant les normes juridiques. Une vision synthétique du droit qui hiérarchie les normes juridiques. On a en haut le bloc de constitutionnalité, donc tout ce qui a un rapport avec la constitution, le niveau constitutionnel. Ensuite, le bloc de conventionnalité, tout ce qui est conventions, traités, accords internationaux, c'est le droit international ici. Et en dessous, on a le bloc de légalité, tout ce qui provient de la loi, tout ce qui est législatif, toutes les lois différentes. Et enfin, on a tous les actes administratifs, sachant que ici c'est une version simplifiée de cette hiérarchie des normes en seulement 4 blocs, alors qu'en fait il y a d'autres choses, et notamment des petites différences, une hiérarchie notamment au sein des actes administratifs qu'on n'a pas représenté ici, parce que il faut essayer de faire un peu plus synthétique et lisible. Le but c'est pas de voir tout en détail, puisqu'on n'est pas dans un cours de droit, on est dans Parlons Constitution. Alors, à quoi ça sert la hiérarchie des normes? Ça permet de résoudre les conflits de normes juridiques. On va pouvoir dire, si la Constitution dit telle chose et que ça rentre en conflit avec une loi, eh bien, il faut faire primer la Constitution sur la loi. Pareil, si une loi dit quelque chose et qu'un décret, un décret du gouvernement dit autre chose, eh bien, c'est la loi qui prime sur le décret. Également, on avait dit qu'il y avait différentes visions qui existaient. Là, ici, je représentais ce que moi, je pense être la bonne vision, être la bonne hiérarchie des normes, la vision constitutionnaliste. Mais il y a d'autres visions, notamment en droit international, où le droit international primerait sur le droit national en entier, et donc sur le bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire que le bloc de conventionnalité serait au-dessus du bloc de constitutionnalité. J'aimerais rappeler aussi qu'il y a 2 ordres de juridiction en France. C'est ce qu'on avait vu à l'épisode 40 notamment, C'était pas que sur ça, mais on l'avait vu là-dedans, on l'avait vu la première fois. Là-dedans, on avait parlé de qui doit posséder le pouvoir judiciaire, de qui sont les juges, et on avait parlé donc de l'ordre judiciaire, qui est là pour gérer tout ce qui est litige privé, que ce soit en droit civil, en droit commercial, en droit social, c'est-à-dire les relations de travail, etc., mais tout ce qui est de l'ordre de la justice entre personnes privées, que ce soit des personnes physiques ou morales. Les personnes morales, ce sont des entreprises, des associations, etc., qui ont une personnalité juridique, même si ce ne sont pas des personnes, comme on l'entend, c'est-à-dire des êtres humains. Et le deuxième ordre, c'est l'ordre administratif. L'ordre administratif s'occupe du contentieux qui implique l'administration ou ses agents en fonction. Comme l'administration, les pouvoirs publics sont en jeu, il y a des règles spéciales, puisqu'elles ont des missions d'intérêt général, qui doivent s'appliquer. C'est une justice un peu différente que celle de l'ordre judiciaire. Parce que l'ordre judiciaire ne s'occupe pas de tout ce qui est administratif, justement, des normes, des actes administratifs notamment, qui ont pu être pris pour, par exemple, on peut dire, pour mettre en place une mission de service public, pour la rendre viable, pour recruter des fonctionnaires, pour faire des appels d'offres, pour maintenir l'ordre public. Toutes ces questions-là, c'est pour l'ordre administratif et donc pour les tribunaux administratifs. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir rentrer pleinement dans cette question. Faut-il contrôler la conformité des normes juridiques inférieures aux normes juridiques supérieures? Eh bien, pour moi, je réponds directement, oui. Pourquoi? Pour faire respecter la hiérarchie des normes. Et comment? Par des contrôles à chaque niveau. Alors, pourquoi ça? En fait, on est dans un état de droit en France, et l'état de droit c'est une bonne chose. L'état de droit, c'est lorsque le pouvoir politique doit se soumettre et est soumis aux règles de droit qui les dictent. Tout le pouvoir politique, que ce soit les institutions ou les élus, les personnes nommées, les fonctionnaires, les membres du gouvernement, le président de la République, même les citoyens, quand ils s'expriment, que ce soit par les pétitions ou par les référendums, ils sont soumis aux règles de droit. C'est-à-dire que au-dessus d'eux, il y a la loi, la Constitution, les jugements et les institutions judiciaires, leurs décisions qui vont s'imposer à eux. Attention, ça ne veut pas dire que la loi ne peut pas être changée.
Ça ne veut pas dire que l'institution judiciaire ne peut pas être légèrement, voire complètement modifiée, puisque ceux qui font les lois, c'est le pouvoir politique qui édicte et réforme toute la partie du droit. Mais une fois que le droit est édicté, une fois que le droit est éventuellement réformé, une fois qu'il est en place, ils doivent s'y soumettre. En gros, tout le monde est soumis au droit dans un état de droit, même ceux qui font le droit. Tout le monde. Ça implique également quelque chose de très important, c'est que toute personne physique morale, y compris des personnes étrangères, pas que des nationaux, pas que des citoyens, toute personne doit pouvoir accéder à un juge ayant pouvoir d'annuler la décision de l'administration qui le remet en cause. Donc il faut un contrôle de conformité des normes juridiques inférieures aux normes juridiques supérieures. Sans ce contrôle, on ne peut pas faire en sorte que le droit prime sur le pouvoir politique, prime sur les actions, sur les actes pris, décidés par le pouvoir politique. Pour bien comprendre ça, pour bien comprendre pourquoi il faut faire ce contrôle de conformité à tous les niveaux, je vais utiliser la métaphore du cadre. Alors la métaphore du cadre, c'est qu'il faut imaginer toutes les normes comme des cadres. Donc, imaginons d'abord avec le contrôle de la conformité des normes inférieures aux normes supérieures, c'est la situation actuelle. Quand il y a ces contrôles, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout est en ordre. On a la Constitution qui est un cadre assez général, qui règle le fonctionnement général des institutions. Dans ce cadre-là, il y a des lois qui sont prises, des règlements, plein de choses. Dans une vision constitutionnaliste, les traités doivent être compris dans ce cadre également. Tous les traités doivent respecter la Constitution. Tous les traités qui sont signés, qui sont ratifiés ou approuvés par le pays en question. Ici, on va prendre l'exemple de la France. Donc, si un traité est ratifié par la France, il doit respecter la Constitution. Ensuite, il y a les lois. Il y a les lois qui ne respectent pas forcément les traités s'ils ne sont pas concernés par ces traités. Ils doivent aussi respecter la Constitution. Et si une loi intervient dans le cadre d'un traité, dans le cadre de l'objet d'un traité, alors elle doit respecter le traité. Et il peut y avoir plusieurs lois qui sont sur la question, sur l'objet d'un traité. Et elles peuvent même s'entrecroiser, c'est-à-dire donner des choses un peu similaires ou intervenir sur les mêmes domaines, mais la loi la plus récente sera celle qui primera sur la loi la plus ancienne, s'il y a un conflit. Il peut même y avoir des lois qui sont là pour préciser d'autres lois plus anciennes ou certaines parties qui manquaient de précision et donc réglementer un peu plus. Ensuite, on arrive au niveau réglementaire, au niveau des actes administratifs. Il y a, par exemple, des décrets qui viennent appliquer une loi. Dans ce cas-là, ils doivent rester dans le cadre, dans le respect de cette loi. Comme pour les lois, des décrets d'application, il peut y en avoir qui s'entrecroisent, tant qu'ils respectent le cadre supérieur. Il existe aussi des décrets qui sont en dehors du domaine des lois en France, on appelle ça les décrets autonomes. Je ne vais pas revenir là-dessus, on l'a vu dans un épisode, je ne me souviens plus quel est le numéro, on avait parlé du domaine de la loi. En fait, en France, il y a un domaine de la loi et un domaine réglementaire, donc pour des règlements autonomes, des décrets autonomes, qui sont sur, En France, c'est plutôt la loi qui est sur des thèmes très larges, et ensuite, tout ce qui n'est pas compris dans ces thèmes très larges est du niveau réglementaire. Bon, c'est un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe des décrets en dehors du domaine des lois, mais tout simplement parce que les lois et ces décrets-là ne sont pas sur les mêmes sujets. Alors ensuite, il y a une hiérarchie au sein des actes administratifs. Par exemple, un décret d'application peut décider d'appliquer une loi sur un certain point en précisant la loi pour son application. Mais ensuite, au niveau local, il reste une marge de manœuvre. C'est possible qu'il y ait un arrêté municipal qui vienne réglementer encore de façon plus précise pour un cas plus particulier, par exemple pour un cas individuel, mais pas forcément, pour un cadre général mais au niveau municipal, tant qu'il respecte toutes les normes au-dessus. Et on voit bien, avec ce schéma, avec cette métaphore du cadre, que quand il y a contrôle de la conformité des normes inférieures aux normes supérieures, alors tout est bien en ordre, tout respecte ce qu'il y a au-dessus. En tout cas, quand le contrôle fonctionne bien, qu'il est pleinement performant, qu'on n'oublie pas des lois, qu'on n'oublie pas certaines normes, et ça c'est le travail quotidien des tribunaux. En plus de juger les affaires, bien sûr, il y a aussi ce contrôle de conformité entre les normes qui est fait à plein de niveaux différents. Mais s'il n'y a pas ce contrôle-là, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, la Constitution, elle reste là, très bien, mais il peut y avoir des lois qui ne respectent pas la Constitution, ou, en partie, ne respectent pas la Constitution. Il peut y avoir des traités qui ne respectent pas complètement la Constitution non plus. Il peut y avoir des lois qui respectent la Constitution, c'est très bien, mais qui ne respectent pas forcément le traité. Il peut y avoir des lois qui respectent en partie le traité, en partie la Constitution, mais pas complètement. Il peut y avoir des lois qui soient complètement en dehors de tout, en dehors de la Constitution, du traité qui ne respectent rien. Bref, c'est n'importe quoi, et ça continue. Il peut y avoir des décrets d'application, on ne sait même plus ce qu'ils appliquent, puisqu'ils sont en dehors du cadre des différentes lois, ils ne respectent pas les différentes lois, ils sont potentiellement même sur des sujets un peu différents en partie, d'autres qui respectent mais pas complètement, ou qui appliquent non pas des lois, mais la Constitution, donc ils se substituent à la loi, mais ils ne seront pas contrôlés comme ça. Ils ne seront pas contrôlés, hein. Ils s'appliqueront sur le sujet de la loi, mais à un niveau réglementaire, sans que personne vienne contrôler ça. C'est un peu embêtant. Mais encore, il peut y avoir des décrets autonomes, qui soient en partie constitutionnels, mais pas complètement, qui respectent une partie du traité alors qu'ils ne doivent pas intervenir sur cette partie du traité, ou bien qui interviennent sur la loi alors qu'ils ne sont pas censés intervenir sur le domaine de la loi, et des arrêtés municipaux qui ne respectent pas la Constitution, qui ne respectent pas les lois, qui ne respectent pas complètement un décret d'application qui venait pourtant agir leur objet. Bref, on voit bien que c'est n'importe quoi, c'est plus lisible, le droit n'est plus lisible. La hiérarchie entre les normes ne fonctionne plus, il n'y a plus de lisibilité du droit, il n'y a plus de hiérarchie des normes juridiques. Donc c'est pour ça qu'il faut contrôler pour remettre tout ça en ordre. Alors, ça commence par quoi? Ça commence par le contrôle de constitutionnalité. Là, on part du sommet. Donc, qu'est-ce que le contrôle de constitutionnalité? On le verra dans les prochains épisodes, mais en gros, c'est le contrôle de constitutionnalité des autres actes en dessous, en partie des actes administratifs, des lois et aussi des traités. En fait, pour les traités, il reste une question importante, c'est celle de l'articulation avec les normes internationales et européennes, donc entre les traités européens, les traités internationaux et la Constitution, qui est ce qui prime. Bon, c'est une question assez complexe, on va pas la voir complètement ici, mais on peut déjà dire que selon la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, il y a une primauté du droit de l'Union européenne sur tout le droit national, donc y compris sur la Constitution. On l'a vu un peu au début de l'épisode, quand on parlait des rappels, des visions de la hiérarchie des normes. Pour la CJUE, eh bien, le droit européen est au-dessus dans la hiérarchie des normes. Mais pour moi et pour les juridictions nationales, notamment en France, c'est la Constitution qui est en haut. Donc la Cour de justice de l'Union européenne l'a dit à plusieurs moments, notamment par un arrêt important, l'arrêt Costa contre Enel, donc de la CJCE, la Cour de justice des communautés européennes avant que ça devienne Union européenne. Bref, je vous passe les détails, c'était en 1964. Et ensuite, elle l'a redit, elle l'a reprécisé, notamment sur des points, je vais pas détailler les arrêts ici, c'est pas le but, mais dans l'arrêt Cimental, ou Cimental, je sais pas comment ça se dit, en 1978. Alors sur cette question de l'articulation entre les normes internationales européennes et la Constitution, que dit l'article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme? Tiens, il manque une lettre. Bon, peu importe. La Convention européenne des droits de l'homme, donc c'est le Conseil de l'Europe, c'est pas l'Union européenne, hein, c'est pas la même chose, attention. Il y a beaucoup plus de pays, par exemple, dans le Conseil de l'Europe que dans l'Union européenne. Mais bref, pour cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme, dans les litiges auxquels elles sont parties. Pour le Conseil de l'Europe, d'après cette Convention et d'après la Cour européenne des droits de l'homme, le droit international prime sur le droit des parties contractantes, y compris au niveau constitutionnel, on peut le supposer. Qu'en dit la Constitution? Qu'en dit le niveau constitutionnel? Eh bien, d'après l'article 54 de la Constitution de notre 5e République, donc de la Constitution de 1958, il y est inscrit à cet article 54, si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Cet article nous montre que si un traité, un engagement international quelconque, peu importe, un engagement international n'est pas conforme à la Constitution, eh bien, avant d'être ratifié ou approuvé, la Constitution doit être modifiée pour que ça devienne conforme à la Constitution. Ce qui veut bien dire que la Constitution est au-dessus
des engagements internationaux et que le Conseil constitutionnel peut déclarer des engagements internationaux contraires à une clause de la Constitution avant leur approbation ou leur ratification. Et attention, on parle bien avant. Après, c'est beaucoup plus compliqué. L'article 55 vient rajouter ceci. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Ça montre aussi la supériorité des traités et accords internationaux sur les lois nationales. Mais on détaillera un peu plus loin, on en rediscutera dans l'épisode 64. Maintenant, parlons des autres rapidement. Le contrôle de conventionnalité. Donc là, on est sur la vérification de la conformité des lois aux traités et accords internationaux. On vient de le voir, c'est prévu à l'article 55 de la Constitution. Qui est-ce qui opère ce contrôle? C'est le juge judiciaire. Donc ça, la Cour de cassation a reconnu sa compétence pour vérifier la conventionnalité des lois dans son arrêt Société des cafés Jacques Vabre en 1975. Mais le juge administratif l'a fait aussi. Dans son arrêt Nicolo en 1989, le Conseil d'État s'est reconnu compétent pour juger de la conventionnalité des lois qui sont utilisées lors des différents contentieux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le juge, soit judiciaire, soit administratif, écarte la loi non conforme du litige qui lui est soumis. Il n'a pas le pouvoir de l'abroger. Il ne peut pas abroger une loi, il ne peut pas l'annuler non plus. Il n'a pas ce pouvoir-là. Le juge judiciaire comme administratif peut cependant écarter une loi si elle n'est pas conforme au traité ou à un accord international, la rendant donc ineffective. Tout justiciable qui, dans le cadre d'un procès, voudrait utiliser cette loi sur le point qui est non conforme à un traité ou accord international, dont la France est partie bien sûr, ne pourrait pas le faire, et le juge judiciaire administratif encore retiendrait la conclusion tirée du traité ou de l'accord international, en écartant la loi. Donc il y a bien un contrôle de conventionnalité des lois qui est opéré par le juge administratif comme par le juge judiciaire. Ensuite, on a le contrôle de légalité. Le contrôle de légalité, on est là sur le contrôle des actes administratifs. Les règlements, donc les actes administratifs, sont contrôlés et ce sera par le juge administratif, en tout cas principalement puisqu'il y a des exceptions. Pourquoi ça? Parce qu'on l'a dit au début de l'épisode, il y a un ordre administratif qui vient justement contrôler les décisions administratives, gérer, s'occuper, juger des contentieux qui concernent l'administration. Il y a notamment le recours pour excès de pouvoir, le REP, le REP, le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif pour annuler un règlement, pour annuler un décret, parce qu'il serait non conforme à la loi ou non conforme à la Constitution si c'est un décret autonome. Ça, on y reviendra plus tard, dans un autre épisode en fait. Il peut y avoir aussi une exception d'illégalité, c'est-à-dire que la défense va demander à ce que soit déclaré inapplicable un règlement qui est illégal. Et le juge, s'il remarque qu'un règlement, qu'un acte administratif n'est pas conforme à la loi, alors il va l'écarter pour ce litige. Il ne va pas l'annuler, il va l'écarter. Dans un recours pour excès de pouvoir, il va directement annuler le règlement. Un arrêté municipal qui ne respecterait pas la loi, par exemple. N'importe quel acte administratif unilatéral, n'importe quel règlement pourra être annulé par un recours pour excès de pouvoir. Ou écarté dans le cadre d'un litige en utilisant une exception d'illégalité. Il y a par contre une exception, c'est l'article 111-5 du Code pénal. Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. C'est-à-dire que les juridictions pénales peuvent faire un contrôle de légalité alors que c'est normalement du ressort du juge administratif, si la solution du procès pénal qui leur est soumis, donc si sur l'affaire qu'ils sont en train de traiter, la solution dépend de cette interprétation, dépend de ce contrôle de légalité. Et c'est une bonne chose, ça évite que une décision pénale soit prise sur le fondement d'un acte réglementaire illégal. On a aussi une autre exception qui a été décidée dans un arrêt du tribunal des conflits, l'arrêt Barenstein, je ne sais pas comment ça se dit non plus, en 1947. Le tribunal des conflits qui est là lorsqu'il y a un conflit de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, c'est lui qui se réunit pour donner la marche à suivre, qui est ce qui est compétent pour traiter quel sujet.
quand il y a un conflit de compétences, quand les deux juges n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui doit juger, lorsqu'il y a un problème de compétence d'un juge, alors c'est le tribunal des conflits qui va intervenir pour régler ce problème. Donc dans cet arrêt-là, on va pas faire le détail encore une fois, le tribunal des conflits a dit que le juge judiciaire pouvait effectuer ce contrôle, donc le contrôle de légalité, s'il y a une atteinte à une liberté individuelle ou au droit de propriété. Et encore une fois, je suis plutôt d'accord avec cette décision, même complètement d'accord en fait, on va pas dire plutôt, je suis complètement d'accord avec ça, parce que ça permet aux libertés individuelles ou au droit de propriété, en fait aux libertés fondamentales, d'être respectées. Ensuite, il faut qu'on parle de la question préjudicielle du juge judiciaire au juge administratif. Lorsque le juge judiciaire est face à un acte réglementaire qu'il juge, acte réglementaire, encore une fois, c'est comme un règlement, c'est comme un acte administratif, c'est juste des synonymes pour parler de la même chose, ce sont les décrets, arrêtés, circulaires, etc. Eh bien, lorsque le juge judiciaire est face dans un conflit, dans un litige, sur un contentieux, qu'il doit traiter, s'il est face à un acte réglementaire qu'il pense contraire à une loi, qu'il pense illégale, il va poser une question préjudicielle au juge administratif qui, lui, sera compétent pour juger de la légalité de cet acte. Une question préjudicielle, ça porte bien son nom, c'est une question avant de rendre justice. Préjudicielle. Donc pendant le procès, ou même un peu avant, pendant l'instruction, le judiciaire va faire stop, je pose une question au juge administratif parce que j'ai un doute sur la légalité de cet acte que vous invoquez, de cet acte qui peut être utilisé dans le cadre de ce jugement, dans le cadre de ce procès. Bien, donc on voit que le juge administratif, c'est lui qui s'occupe du contrôle de légalité, mais qu'il y a des cas où le juge judiciaire peut apprécier cette légalité, ou alors elle demande son avis au juge administratif. Juge administratif qui, soit dit en passant, peut opposer la théorie de la loi écran. La théorie de la loi écran, en fait, elle vient d'un arrêt très célèbre du Conseil d'État, l'arrêt Arrighi en 1936, où le juge administratif s'est déclaré incompétent pour contrôler la conformité à la Constitution d'un règlement d'application d'une loi. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé si le règlement d'application était conforme à la Constitution, parce qu'il a supposé que si il était pris en conformité à une loi, eh bien, la loi faisait écran, puisqu'elle est censée être elle-même conformité avec la Constitution. On reverra un peu ça dans l'épisode prochain, dans l'épisode 63, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le juge administratif, il ne peut pas contrôler la conformité à la Constitution d'un règlement d'application d'une loi. Parce que cette loi est normalement conforme à la Constitution. Donc si le règlement d'application est conforme à la loi, il est conforme par suite à la Constitution. C'est le raisonnement du Conseil d'État. Bien, ensuite, après le contrôle de légalité, il y a un contrôle qui est opéré encore une fois par le juge administratif, qui est un contrôle de la hiérarchie entre les actes réglementaires. Alors c'est assez complexe. Pour faire simple, on va résumer ici, les décrets sont supérieurs aux arrêtés, qui sont supérieurs aux circulaires, et le général est supérieur à l'individuel. Le général prime sur l'individuel. Il y a des décisions individuelles, des décisions réglementaires. Les décisions réglementaires posent un cadre général, les décisions individuelles s'appliquent à des cas particuliers, à certaines personnes, et les décisions individuelles qui concernent des individus, ça peut être l'attribution d'un permis de construire, c'est une décision qui est individuelle. Eh bien, les décisions individuelles doivent respecter les décisions de portée générale, les décisions réglementaires. Et ce, même si les décisions individuelles sont prises par quelqu'un comme le préfet, et que il y a une décision réglementaire prise par un maire. Normalement, si c'était toutes deux des décisions réglementaires, la décision du préfet serait au-dessus de la décision du maire, mais là, l'individuel est en dessous, et donc la décision individuelle du préfet doit respecter la décision réglementaire du maire. Je simplifie grossièrement, peut-être que les juristes vont s'arracher les cheveux, mais on n'est pas là pour faire du droit bien précis, sinon ça prendrait des heures d'expliquer tout ça. Et on va continuer pour s'attaquer aux réelles questions importantes. Donc on a déjà répondu, faut-il contrôler la conformité des normes juridiques inférieures aux normes supérieures? Oui, 1000 fois oui. Ensuite, il y a une autre question, c'est la question de l'annulation ou de l'abrogation. Est-ce qu'on doit annuler l'acte ou l'abroger? On va voir ce que c'est la différence. En fait, c'est un problème de sécurité juridique. L'annulation, c'est un danger pour la sécurité juridique. En fait, l'annulation, c'est comme si l'acte illégal n'avait jamais existé juridiquement. Ce qui veut dire que les effets juridiques et matériels qui sont fondés sur cet acte sont remis en cause. C'est par exemple, s'il y a un avantage fiscal qui avait été décidé, eh bien, s'il est annulé, les contribuables doivent rembourser les aides perçues grâce à cet avantage fiscal qui a été annulé.
tous les effets juridiques et matériels qui sont dus à l'acte illégal sont remis en cause. Ils doivent eux aussi être annulés. On doit faire en sorte de revenir à la situation d'avant cet acte illégal. L'abrogation, c'est différent. Mais l'abrogation, c'est un autre problème. Parce que l'abrogation, c'est un assouplissement, une entorse au principe de l'égalité. Le principe de l'égalité dit tout simplement que les actes réglementaires doivent respecter la loi, que tout le monde doit respecter la loi. Donc le respect de la hiérarchie des normes. Si on abroge, ça n'a qu'un effet pour l'avenir. Abroger, c'est pas comme annuler. Annuler, on fait comme si la décision n'avait jamais existé. On l'annule complètement, elle n'a jamais existé. Quand on l'abroge, ça veut tout simplement dire qu'elle cesse d'exister au moment décidé de son abrogation. Dans ce cas-là, il n'y a pas de réparation des effets de l'illégalité passée, c'est-à-dire que les effets de l'illégalité passée persistent. Ici, nous sommes face à un aveu d'impuissance du juge à rétablir pleinement la légalité. Alors, quelle solution à ce problème? Les deux ne sont pas idéales. L'un ne respecte pas la sécurité juridique, l'autre ne respecte pas le principe de l'égalité complètement. Eh bien, il faut trouver un entre-deux. La sécurité juridique, c'est plein de choses, mais c'est aussi faire en sorte que les citoyens puissent agir en conformité au droit, en sachant qu'ils vont agir en conformité au droit. Nul n'est censé ignorer la loi, mais si la loi est illégale et qu'elle va être annulée, on ne peut pas le prévoir. On ne peut pas le savoir avant que le juge ait rendu sa décision. Donc là, ça pose quelques problèmes, on a quelques solutions. Ce sont les réparations, comme le retour à une situation antérieure ou les actions indemnitaires. Lorsqu'il y a annulation, on vient réparer en revenant à la situation d'avant. Ce qui peut poser des problèmes quand même, puisqu'on peut retirer un diplôme s'il a été obtenu dans un cadre qui est jugé illégal. Ce qui cause des dommages, et il peut y avoir des actions indemnitaires, et donc une contrepartie financière à ces dommages causés par cette annulation, par l'illégalité de l'acte qui a été mis en cause. L'autre solution, c'est tout simplement de moduler les effets. La modulation des effets, c'est quelque chose qui existe depuis un moment. On a notamment un exemple célèbre du Conseil d'État, je ne connais pas exactement l'affaire, mais si vous voulez aller voir, c'est l'arrêt Association AC en 2004. La modulation des effets, ça peut être, et c'est surtout une modulation des effets dans le temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'annuler complètement, on va l'annuler à partir de maintenant, ou à partir d'il y a 2 semaines, mais pas à partir du moment où l'acte illégal a été pris. Ça peut être aussi une modulation des effets, c'est-à-dire que l'effet de cette annulation sera incomplet. Sur certains aspects, ce sera plus une abrogation qu'une annulation. Il y a plein de types de modulations qui peuvent exister, c'est faire en sorte que l'effet de l'annulation soit différent de ce qu'il aurait dû être. Enfin, il y a la simple abrogation. L'abrogation, même si c'est un aveu d'impuissance, il n'y aura pas de contentieux en cascade, d'actions indemnitaires, de personnes qui ne sont pas contentes, parce que elles doivent rembourser, parce que elles ont... Et un autre exemple de l'annulation qui peut poser problème, c'est l'annulation d'un permis de construire, qui peut intervenir après que le bâtiment a été construit et maintenant il est habité. C'est embêtant. Il y a un bâtiment habité qui est pas censé être là, parce que le permis de construire est illégal. Ça peut créer des contentieux en cascade, donc des recours devant le juge en nombre important. S'il y a une simple abrogation, c'est une solution qui permet d'éviter ce type de problème. Mais c'est un aveu d'impuissance du juge qui reconnaît qu'il ne peut pas rétablir la pleine légalité. Pour l'abrogation, c'est notamment ce qui est prévu à l'article 62 alinéa 2 pour le contrôle de constitutionnalité. L'article 62 alinéa 2 nous dit qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Et dans cette dernière phrase, on retrouve la possibilité d'une modulation des effets. Puisqu'il y a un autre souci, c'est le souci d'éviter un vide juridique. Si la loi disparaît, il n'y a plus rien qui réglemente. Il n'y a plus de loi qui décide sur le sujet en question. Et ça peut être vraiment problématique. Par exemple, il y a eu la modulation des effets dans le temps de l'abrogation d'une loi anticonstitutionnelle dans la décision 2010 QPC du Conseil constitutionnel sur la garde à vue. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle loi, l'ancienne loi illégale demeure en place. Et le Conseil constitutionnel peut donner un délai, peut dire le législateur a 1 an pour prendre une nouvelle loi,
qui viendra remplacer celle illégale, ou alors demander au gouvernement de décider des décrets pour rétablir la légalité. Et dans ce cas-là, c'était des décisions illégales qui concernent la garde à vue. Sans modulation des effets dans le temps, des gardes à vue auraient pu être interrompues ou n'auraient pas pu être mises en place, ce qui aurait posé des problèmes de sécurité, d'ordre public. Donc, abrogation ou annulation, ça dépend des cas. C'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Pour les lois, en principe, c'est de l'abrogation et je suis d'accord, puisque l'annulation, ce serait beaucoup trop. Une loi a énormément d'effets. L'annuler serait risquer des contentieux en cascade. J'adore cette phrase. Les contentieux en cascade, on comprend bien que ce sont vraiment des procès qui se succèdent, qu'il y en a beaucoup à cause d'un problème qui a de multiples effets, et ici le problème, c'est l'annulation. Donc il vaut mieux abroger. Bref, dernière question. Le contrôle de constitutionnalité des lois est-il légitime? C'est une question qu'on peut se poser, parce que le contrôle de constitutionnalité des lois, c'est se poser la question, est-ce qu'on peut contrôler l'expression de la volonté générale? Car d'après l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi est l'expression de la volonté générale. Est-ce qu'on peut contrôler la constitutionnalité des référendums? Des décisions prises par les citoyens eux-mêmes lorsqu'ils ont voté à un référendum. Est-ce que ce ne serait pas antidémocratique d'abroger une décision qui a été prise par le peuple, par ses représentants? Bien pour moi, ce n'est pas antidémocratique, pour moi c'est tout à fait légitime, car ça permet de contrôler la loi, car ça permet d'avoir une constitution effective et contraignante. Sans ce contrôle, la constitution n'est qu'un texte creux, un texte de référence, mais qui n'a pas à être appliqué dans son entièreté. Et ça, c'est pas bien. À quoi ça sert de faire une constitution si on peut la violer sans conséquence? Et complètement, le Conseil constitutionnel, dans sa décision Liberté d'association, en 1971, a reconnu tout le bloc de constitutionnalité comme pouvant faire l'objet de base pour ces décisions. Tout ce qu'il y a dans le bloc de constitutionnalité, c'est un concept qui a été théorisé par le juriste Louis Favoreux, tout ce qu'il y a là-dedans doit être respecté. Ça fait partie de la Constitution. Dans ce bloc, on a le préambule et les articles de la Constitution de 1958, donc de la Constitution en place, bon, moi je vous parle, celle de la Ve République. On a ensuite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, bien sûr, le préambule de la Constitution de 1946, puisque la Constitution de 1958 fait référence à ce préambule de la Constitution de 1946, donc de la Quatrième République. Il y a aussi la Charte de l'environnement de 2004, et ce que le Conseil constitutionnel dégage, lui, comme étant de niveau constitutionnel, ce sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les PFRLR. Et le Conseil constitutionnel reconnaît ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République parce que le préambule de la Constitution de 1946 en parle. Pas des principes directement, mais de ces lois de la République qui ont valeur constitutionnelle. Qui sont en fait des lois qui existent depuis des décennies et des décennies, notamment prises pendant la Troisième République. Et c'est pas le contenu de ces lois qui sont à valeur constitutionnelle, mais les principes de ces lois, des principes fondamentaux qui sont reconnus par les lois de la République. Il y a aussi les PVC, donc pas ici les plastiques, non, ce sont les principes à valeur constitutionnelle, et il y a aussi des objectifs de valeur constitutionnelle. Bref, tout ça, c'est ce que le Conseil constitutionnel a dit au fur et à mesure de ses décisions, c'est là-dessus qu'il s'est appuyé pour rendre ses décisions. Donc tout ça, ça fait partie du bloc de constitutionnalité. On a un véritable principe de constitutionnalité. Tout ce qui est au niveau constitutionnel doit être respecté par les lois, par les traités. Bon, ça c'est un peu plus complexe, par les traités où la France est partie, mais bref, c'est un peu plus complexe, on y reviendra plus tard. Mais sinon, tout, en principe, doit respecter la Constitution qui est au sommet de la hiérarchie des normes. Enfin, dernier point, pourquoi le contrôle de constitutionnalité est légitime? Eh bien, c'est car il faut faire une distinction entre le souverain, le constituant originaire ou dérivé, donc celui qui fait la Constitution, soit la première Constitution, soit qui la modifie ensuite, et le législateur qui fait les lois. Il y a une supériorité de légitimité, une supériorité de souveraineté entre le souverain, le constituant et le législateur. Le souverain, c'est la nation qui est souveraine et qui s'exprime par le constituant qui délègue à des représentants, notamment le soin de faire des lois ou des règlements, ou de rendre justice. On en avait parlé notamment dans l'épisode 6, donc vraiment au tout début de cette série, où on avait parlé de qui
pour représenter, pour exprimer la volonté du souverain, surtout un souverain comme la nation, qui n'est pas un souverain tangible. C'est pas une vraie personne, la nation, c'est plus une idée un peu abstraite, mais qui a quand même un sens. Bon, allez voir l'épisode 6, vous allez mieux comprendre. De toute façon, dans cette série, comme tout est interconnecté, on fait des références à d'autres épisodes, des anciens épisodes, même on commence à parler de choses qui viendront après, sur des sujets qu'on n'a pas encore traités. Ça, vous avez peut-être l'habitude si vous suivez par la Constitution, c'est normal. La Constitution est quelque chose de très complexe, le droit c'est quelque chose de très complexe, et il y a des liens entre plein de choses. Bon, si on résume dans une conclusion, pour aujourd'hui, ce qu'on a vu, on a vu qu'il fallait faire respecter la hiérarchie des normes par des contrôles à chaque niveau. On a l'état de droit qui impose le pouvoir politique soit soumis aux règles de droit qui les dictent. Le pouvoir politique doit être soumis aux règles de droit qui les dictent. C'est important pour être dans un état de droit, un état où le droit est réellement respecté par tous, y compris par celui qui fait le droit. Et en fait, on comprend très facilement pourquoi c'est important. C'est pour éviter l'arbitraire, pour éviter que des personnes qui ont un pouvoir politique disent « je t'ordonne de faire ça, c'est la loi, mais moi je ne le ferai pas, je suis au-dessus de la loi ». Non, tout le monde est soumis à la loi. C'est ça l'état de droit, et c'est essentiel. Il y a plein d'implications à l'état de droit, ça implique plein de trucs, on va pas rentrer dans les détails, on a parlé notamment du recours effectif. Il faut qu'il y ait un recours effectif de possible. C'est-à-dire que le justiciable, toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, doit pouvoir se défendre face aux décisions, face aux actes du pouvoir politique. Du gouvernement, du maire, du préfet, d'un fonctionnaire en service, etc., etc. Et le juge doit être en capacité de faire annuler la décision en cause. Annuler ou abroger, on l'a vu. Donc d'abord, il y a le contrôle de constitutionnalité qu'on va voir plus tard en détail, puisque c'est un contrôle essentiel quand on parle de constitution, évidemment. Ensuite, on a vu plus en détail le contrôle de conventionnalité. On a vu aussi le contrôle de légalité. On a vu le contrôle au sein des actes administratifs. Alors pas en détail parce que c'est complexe, c'est pas forcément le sujet, on n'est pas en droit administratif ici, même si ce serait très intéressant, hein, j'en conviens. Mais c'est pas ce que je souhaitais traiter aujourd'hui parce qu'on a déjà quand même vu plein de trucs. Ici, j'ai marqué, c'est une représentation simplifiée, hein, ce que j'ai marqué ici. C'est pourquoi? C'est parce que, en fait, le contrôle de constitutionnalité, par exemple, ne porte pas que sur le respect des traités internationaux à la Constitution. Ça porte aussi sur le respect des lois à la Constitution, des décrets autonomes à la Constitution, etc., etc., de tout, en fait, à la Constitution. De la conformité de tout ce qui est en dessous à la norme supérieure qui est la Constitution. On a vu ensuite que la sécurité juridique était un principe qui pouvait nous servir pour choisir entre annulation, abrogation et modulation des effets. Quand je dis on, c'est souvent le juge, mais pas que. Il y a aussi la Constitution qui dit que lorsqu'une loi est illégale et qu'elle l'est constatée a posteriori, donc après avoir été publiée, promulguée et donc après avoir produit des effets, eh bien lorsqu'elle est illégale après avoir produit des effets, elle est abrogée par le Conseil constitutionnel, elle n'est pas annulée. C'est-à-dire que l'abrogation n'a des effets que pour l'avenir. La loi ne sera plus applicable pour l'avenir. Dans l'annulation, la loi n'était pas applicable depuis le début. Il faut donc revenir à l'état d'avant. Il faut réparer, annuler les effets de cette loi. L'annonce et l'abrogation. Éventuellement, il y a même modulation des effets dans le temps, si le vide juridique causerait des problèmes graves, notamment d'ordre public. On l'a vu rapidement quand on a parlé de la garde à vue. C'est l'exemple qu'on n'a pas précisé, c'est vrai, mais qui était dans la décision, qui était notée à l'écran, qui était en fait celle importante. Enfin, le contrôle de constitutionnalité est-il légitime, puisqu'il est sur la loi, expression de la volonté générale? Eh bien oui, car ça permet d'avoir une constitution pleinement effective, complètement effective. Tout le bloc de constitutionnalité pourra s'appliquer, puisque le Conseil constitutionnel, ou la Cour constitutionnelle, on le verra après, dans les prochains épisodes, pourra contrôler la conformité à la Constitution, au bloc de constitutionnalité. Et pour appuyer aussi cette position, qui est que oui, c'est légitime, je me fonde aussi sur la distinction qu'on avait vue à l'épisode 6, entre le souverain, le constituant et le législateur. Donc la prochaine fois, on va aller plus loin, on va se poser la question qui aurait la légitimité d'exercer ce contrôle de constitutionnalité. Car oui, je l'ai un peu dit, le contrôle de constitutionnalité, c'est ce qui nous intéresse le plus dans parlant constitution, puisqu'on parle du niveau constitutionnel. On parle de quelle est ma vision politique dans le domaine constitutionnel.
Et donc, il est important de prévoir qui fera respecter et comment il fera respecter la Constitution. Donc, à la prochaine pour parler de tout ça. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, aller discuter sur Discord. N'hésitez pas, c'est là pour ça. On est là pour échanger. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, vous pouvez le dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je présente, soit dans la formulation, pourquoi pas, vous pouvez le dire aussi. Vous pouvez critiquer l'épisode. Vous pouvez également critiquer ce que je présente et ne modifie pas. Donc c'est-à-dire critiquer la loi, la situation actuelle. Pourquoi pas, notamment sur le contrôle de conventionnalité ou le contrôle de légalité. Pourquoi pas, allez-y, tant que c'est dans le respect. Je le répète à chaque fois, c'est important. Respectez-vous, mais n'hésitez pas à débattre. Ce sera enrichissant pour tout le monde, également pour moi. Donc, merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui likeront, merci à ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous, c'était Elsker, à la prochaine.